Euh, aujourd'hui, on a prévu, en fait, bon là, on a une petite introduction pour vous expliquer comment on a vu les choses avec Charlotte et puis Véronique aussi. Donc j'ai quelques diapositives, hein, j'en ai que 5, simplement pour vous expliquer un petit peu comment on voulait s'organiser pour cette première réunion de travail. Donc, pour rappel, en fait, donc là, notre objectif, hein, c'est quand même de construire un ou des schémas, hein, de PSE pour nos différents sites pilotes. Alors, voilà, on coordonne tous ces travaux-là. Il y a on sait très bien qu'il y a des spécificités, hein, selon les sites, mais on travaille quand même sur des sites de tourbières et l'objectif, c'est de mutualiser, hein. C'est aussi les objectifs de ces projets-là. Mais pour rappel, un PSE, donc c'est rémunérer un ou des agriculteurs qui viennent fournir des services environnementaux mis en place au sein de leur exploitation via des pratiques agro-environnementales. Donc la rémunération, nous dans notre cadre, ce sera plutôt via des financeurs privés. Alors ils peuvent être aussi publics, hein. Et le financement passe toujours, aujourd'hui en tout cas, sur des PSE privés par des intermédiaires, voilà, qui sont là pour faire intermédiaire de gestion administratif et de suivi, en fait, sur toute la durée des projets de PSE. Les grands principes d'un contrat de PSE, là aussi, c'est pour rappel, hein, mais on est bien sur des choses qui sont applicables, mesurables, reproductibles, réalistes temporellement et spécifiques, en fait. Et quand on dit spécifique, là, on s'adresse plutôt à des spécificités locales, on va dire. En fait, ces valeurs-là, elles sont hyper importantes à avoir en tête pour la suite des travaux qu'on va conduire, surtout voilà, applicables, mesurables, reproductibles. Enfin, voilà, c'est quelque chose qu'on a tenu à remettre ici en avant parce que voilà, on va être un petit peu dans un équilibre entre certainement des données, des valeurs et des exigences scientifiques avec des réalités terrain et agricoles. Donc on est sur des contrats qui déroulent sur du moyen long terme et il faut aussi qu'on ait quelque chose qui soit vulgarisable tout autant auprès des agriculteurs que des potentiels financeurs derrière. Donc ça, c'est les intermédiaires, j'avais oublié, voilà, qui sont visés en tout cas dans nos 3 régions, donc Symbiose pour la Normandie, Allium pour la Bretagne et Solénat en Pays de Loire. Alors je vous vois pas, donc n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions. Juste pour Euh, signaler que Jean-Luc Maisonneuve nous a rejoint. ok. Oui, bonjour, Ravi. excusez-moi. Pas de souci, on vient de commencer. Donc, on souhaite aujourd'hui, donc on a prévu avec Charlotte des petits ateliers en fait, hein, donc l'idée ce sera de faire des ateliers de brainstorming, hein. Donc le premier sera plutôt autour de qu'on puisse réfléchir ensemble sur le périmètre et qu'on se mette d'accord, je sais pas, mais en tout cas qu'on arrive à définir ensemble le périmètre d'action d'une zone de tourbière pour savoir un petit peu le périmètre que l'on se donne dans le cadre de ce travail-là. Sachant que nous, on est chambre d'agriculture et donc forcément, ce qui nous intéresse, c'est d'aller travailler sur des espaces cultivés, des espaces qui sont agricoles au sens économique du terme. C'est-à-dire que forcément, nous, on ne va pas se positionner sur des espaces qui sont déjà, on va dire, je sais pas, naturels, où il n'y a pas d'activité agricole dessus, où on est simplement dans de la conservation écologique. Et donc l'idée, c'est d'avoir une pertinence agricole avec en visibilité l'agriculture comme levier, et puis une pertinence écologique, à savoir quelle influence l'agriculture peut avoir sur les tourbières.
Donc voilà, on avait cité déjà à la première réunion qu'on avait faite des zones tampons en fait. Donc on va être sur des espaces qui viennent influer sur la qualité de la tourbière, qui sont certainement des zones périphériques. Euh, oui. Ah non, c'est bon. Je m'entends en écho. Ou qui vont avoir comment dire, des influences sur les transferts potentiels de produits phytosanitaires, par exemple, de quantité de qualité d'eau de manière plus globale. Donc, est-ce qu'on choisit de se positionner sur des sols tourbeux, des prairies tourbeuses, des landes tourbeuses? Donc ça peut être aussi un petit peu spécifique selon les régions. Et puis surtout, ne pas écarter les parcelles cultivées, mais plutôt chercher à trouver des mesures adaptées avec les exploitants en place. Voilà, donc ça, ce sera un premier travail. On prévoit ensuite de réfléchir ensemble aux enjeux. J'ai ici on a remis pour rappel les types d'agriculture qu'on trouve dans nos 3 régions autour de ces sites pilotes, hein. Donc voilà, en Bretagne, il y a quand même 60 de prairies, mais aussi une part à peu près équivalente de céréales, prairies temporaires et maïs. Sur Pays de Loire, on est un peu sur les mêmes, finalement, proportions. 60 de prairies, 30 de grandes cultures et puis 10 de cultures spécialisées. Et c'est vrai que nous, notre zone, sur le site pilote, on est plutôt quand même, même très, prairie, 82 de prairies permanentes, un peu de prairies temporaires. Également, un tout petit peu de maïs et puis j'ai même pas mis, les proportions, de culture. Alors il y a des 0,1 de céréales, mais voilà. Donc l'objectif, c'est quand même de maintenir une activité agricole, sur ces zones forcément, mais voilà, trouver, ce compromis avec, la protection de la zone de tourbière et nous, il va falloir qu'on définisse ensemble, les enjeux. Voilà, est-ce qu'on part sur des enjeux eau, biodiversité, carbone, lesquels sont peut-être ceux qu'il faut mettre le plus en avant, tout en gardant, en tête, ce compromis entre, l'aspect scientifique et puis ce qui est faisable sur le terrain aussi. On a prévu, également de réfléchir un petit peu à la vulgarisation des enjeux auprès des agriculteurs. Parce que, à la réunion précédente, il a été évoqué, l'idée du dialogue, qu'il faut avoir entre, les scientifiques et les agriculteurs. Donc là, voilà, on veut déjà réfléchir à comment concrétiser ça. Donc qui, quoi et comment. Donc là, c'est une question assez, pratico-pratique, on va dire. Et puis enfin, je crois que c'est le dernier, plus, rentrer un petit peu, dans le dur du sujet et commencer à réfléchir aux grandes familles de mesures. Donc quand on parle de mesures, on parlait de pratiques agricoles finalement. Donc on est parti quand même, on a une base de travail, qui nous vient, des Pays de Loire, avec les premiers travaux qui ont été menés au niveau de l'Erdre. Donc on a déjà, une liste, sur le bocage, les zones humides tampons, créer, maintenir des réservoirs de biodiversité, la couverture et la vie du sol. Donc là, on a, l'idée c'est que chacun puisse se positionner avec des arguments pour, contre, les enjeux et les conditions de mise en œuvre, que l'on peut, imaginer finalement. Avoir en tête aussi, qu'il va falloir adapter nos ambitions, au financement potentiel. Parce que même si aujourd'hui, à ce stade du projet, on ne sait pas encore quel type de financement on va pouvoir aller chercher, ni, à quelle hauteur, il faut quand même rester, réaliste. On ne pourra pas, voilà, faire peut-être des changements, qui impliquent derrière, des financements, qu'on sait déjà qu'on n'ira pas, chercher. Et puis c'est pour ça qu'on a aussi mis le rappel, donc des principes que je vous ai évoqués au tout début. Donc il faut que notre PSE, il soit applicable, mesurable, reproductible et puis réaliste temporellement. Donc voilà, moi
J'ai fait le tour de l'introduction. Alors, ça évoque peut-être déjà des petites questions. Je vais arrêter le partage. Hem Et puis sinon, je laisserai, peut-être Charlotte reprendre la main ou compléter si j'ai oublié des choses, peut-être. Non, non, j'ai rien de particulier à ajouter, mais effectivement, si vous avez des questions avant de se mettre au boulot concrètement, c'est le moment. Tout le monde sait pourquoi il est là. Les Bon. les quatre ateliers, c'est tout pour cette session aujourd'hui ou, Oui, on est très Ouais. ambitieuses. c'est ambitieux, non? Oui. OK. On va faire ce qu'on peut. On a quand même prévu un petit timing, voilà. Donc, J'avais peut-être une question déjà parce que ça me fait penser à de la doc, la biblio. Est-ce qu'il serait utile pour ce groupe de travail d'avoir un espace partagé, un dossier partagé, par exemple, pour qu'on puisse se partager des infos intéressantes qui pourraient être pertinentes sur ce genre de questions? J'y travaille. En fait, on a des espaces Teams, mais j'ai encore du mal à faire rentrer des personnes extérieures. Mais je vais voir ce que je peux faire pour créer ça. Je suis dessus. Parce qu'il est évident qu'à un moment, on va avoir des choses à partager. Ouais. alors, on avait une petite interrogation sur le fait que ça fonctionne. Donc, si jamais ça ne fonctionne pas, vous n'hésitez pas à le dire, parce que j'ai prévu du coup un plan B au cas où ça ne fonctionne pas, puisque parfois on a des problèmes de partage en dehors de notre organisation, puisque on a des choses qui sont verrouillées. Donc, pour ce premier atelier et pour chaque atelier, en fait, on va procéder à chaque fois en 2 temps. On va vous laisser un petit temps qu'on vous précisera pour donner vos idées. Et ensuite, on aura un temps d'échange pendant lequel, en fait, c'est moi qui finalement reprendrai la main sur le tableau blanc pour qu'on échange ensemble sur la façon dont on organise, dont on hiérarchise, dont on finalise et dont on complète ces idées. Voilà. Donc, l'outil qu'on utilise là, s'il est d'accord, donc c'est le whiteboard, donc le tableau blanc de la suite Microsoft. On a préparé pour chaque atelier des post-it vides pour que vous puissiez écrire directement dessus. Mais vous avez aussi la possibilité, en allant sur la petite barre du bas et en cliquant sur l'espèce de petit carré jaune, là, de créer en fait des nouveaux post-it. D'accord? Donc, ce n'est pas une grille à remplir, c'est juste des espaces qui sont préparés à. L'autre chose, c'est que vous avez, quand on sélectionne un post-it qui a été fait par un copain, on peut lui donner une appréciation. D'accord? Donc, on peut, comme je viens de le faire là sur Flore Spécifique, là, on peut dire que mettre un pouce, là, voilà, je suis d'accord. On peut, à l'inverse, mettre un petit monsieur qui réfléchit, là, comme ça. Ça, c'est plutôt qu'on n'est pas d'accord, on va dire ça comme ça, avec cette idée. Et puis, on a aussi la possibilité de mettre un petit cœur. Donc là, c'est non seulement je suis d'accord, mais je pense que c'est quelque chose qui doit être considéré comme une priorité. Donc, il ne faut pas hésiter à interagir avec les idées des autres, parce qu'en fait, ça fait évidemment gagner du temps pour la synthèse. Donc, est-ce que du coup, l'outil, ça va pour tout le monde? Normalement, on est… Bon. Donc,
on peut du coup démarrer. Là, normalement, vous avez la main hein, pour pouvoir vous déplacer chacun dans l'outil. Ce qu'on vous propose, donc, la première question, hein, c'est de savoir quels critères on peut donner pour définir ensemble le périmètre pertinent de nos sites. Donc, non pas de nos sites de tourbières au sens strict, mais bien sûr nos sites sur lesquels ça va être intéressant de faire des PSE en faveur des tourbières. Donc, on avait déjà identifié plusieurs catégories de critères, on va dire. C'est pour ça qu'il y a des post-it qui sont pré-remplis. Mais évidemment, ce n'est pas exhaustif. On peut en rajouter d'autres. Voilà. Donc, si tout le monde est prêt, je vous propose de partir pour un petit temps de réflexion individuelle de 5 minutes. Est-ce que... En fait, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Je suis Voilà, pas parfait. encore, Si c'est pas mal. Il était parti le compteur. Ouais, mais ça va à 20 secondes près. On va pas. Okay. Les trucs qui sont déjà mis, j'ai pas compris si c'est des intitulés des lignes ou si c'est juste des exemples. Oui, c'est okay, plutôt des intitulés de lignes. Oui. Hein, mais tu peux rajouter autant de lignes que tu veux. Oui, n'hésitez pas à sortir du cadre. Voilà, c'est pas Tout à parce qu'il y a fait. un cadre qu'il faut le respecter, pour le coup. Et pour info, en fait, si vous voulez vous balader sur le tableau, n'hésitez pas en bas dans la barre à cliquer sur la petite main. Ça évite de bouger en fait les objets. Et pour sélectionner, c'est plus la petite, je sais pas, la petite flèche là. Voilà, ça permet. Mais on écrit. Enfin, moi, je comprends rien en fait. Je suis désolé. Mais... On marque chacun dans un post-it, c'est ça? Voilà, tu utilises un post-it et puis après, on va partager tout ça ensemble. Et si les lignes et le quadrillage ne te convient pas, tu mets un post-it à côté. On comprend rien, le bordel. Putain. Du coup, Claudia, bienvenue. C'est une phase un peu de brainstorming pour répondre à une première question en fait de travail qui est sur quels critères en fait nous on peut se baser pour définir le périmètre de nos sites sur lesquels en fait on pourrait déployer en fait et travailler avec les agriculteurs pour un PSE. Et donc, en fait, là, dans le partage d'écran,
c'est un bout du tableau, on va dire, qui est partagé. Et il y a une petite flèche en haut à droite, c'est écrit ouvrir dans le navigateur. Et donc, peut-être que vous pouvez cliquer dessus si ça marche pour vous aussi. Et du coup, ça devrait s'ouvrir dans votre navigateur pour que vous ayez Je vois accès. où je vois ça, je vois pas ça chez moi. Désolée. Sur Teams, en fait, vous avez l'écran qui s'affiche avec les petits carrés violets. Sur J'ai Teams, l'écran, oui, j'ai l'écran ouais. avec toutes vos photos, je vois vous tout. Et Oui. le chat, si je l'ouvre, et après? Pas dans le chat, en fait, c'est directement sur la... Je sais pas comment expliquer. Sur la page... Est-ce que vous voyez le minuteur? Ah oui. Je vois le Ouais, bar en haut où ils disent chat, people, race, react, view, more. Alors Non. attends, peut-être qu'on peut vous partager un lien, en fait, aussi dans le chat. Ce sera Ouais. peut-être plus simple. Ouais. Merci. Je sais pas, justement, c'est là que ça va. Je vais essayer... Ah, mon ordi veut plus. Si je fais ça... Alors, sinon, ce que je vais faire, en fait, c'est peut-être que c'est parce qu'elle est arrivée en cours de route. C'est possible que ce soit ça. Donc, quand tout le monde aura fini d'écrire, parce que je ne vais pas couper les gens dans leur élan, je supprimerai le partage et je le rajouterai. Ok, je fais ça. Oui, ok, ça marche pour moi. J'espère que ça va marcher cette fois-ci pour vous, Claudia. Oui, je viens de dire, j'attends alors, ça va. Je peux rajouter de ce que je vois les idées. Du coup, c'est pas ça que je voulais faire. Donc maintenant, hein, là, l'idée, c'est qu'on partage ce qui a été écrit. Alors, sur les questions d'occupation du sol, on a donc le maintien des surfaces en prairie, le maintien des milieux oligotrophes et une occupation peu avec... Alors là, du coup, je ne comprends pas. Occupation peu avec la définition de tourbière. Occupation, peu de lien avec la définition de tourbière. Oui, alors, ce qu'on a voulu dire, en fait, c'est que nos zones d'études, elles ne sont pas forcément que des milieux qui ont des caractéristiques de tourbière. Comme l'a dit Louise tout à l'heure dans l'introduction, on a aussi des zones périphériques sur lesquelles qui n'ont pas forcément des caractéristiques de tourbière au sens où vous, les scientifiques, vous l'entendrez, mais qui en fait ont une influence sur ces zones de tourbière. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on avait écrit ça, occupation du sol. Mais c'est peut-être pas un critère, effectivement. Est-ce que déjà, du coup, on peut discuter de ça?
Comme je le disais lors de rendez-vous avec Charlotte, puisque j'ai pas pu assister aux premières réunions, si on se limite aux tourbières sensu stricto, on aura assez peu de surface, puisqu'il y a assez peu de tourbières qui sont utilisées par des agriculteurs, en tout cas en Bretagne. Et donc il faut peut-être ouvrir sa définition un peu plus largement, notamment aux landes humides et aux prairies tourbeuses. Est-ce que cette idée, elle convient à tout le monde? C'est moi qui avais écrit l'histoire de l'occupation là, et la définition. Alors moi, j'y vois pas d'inconvénient en fait qu'on élargisse autour, au contraire. Mais après, c'est compliqué d'appeler ça une tourbière, quoi. On peut appeler ça, je sais pas, zone d'alimentation ou tampon d'une tourbière, mais une tourbière, c'est où il y a de la tourbe ou de la végétation qui va former de la tourbe. Donc ça me paraît compliqué d'appeler comment dire, des prairies autour tourbières alors qu'elles ne sont pas tourbeuses. On pourra, enfin, je comprends le principe, mais une tourbière, il y a de la tourbe, donc après, voilà, j'admets qu'on puisse au contraire aller autour dans la zone tampon et améliorer les qualités d'eau et qui feront un bénéfice forcément pour la tourbière. Mais c'est vrai que voilà, c'était juste histoire de préciser, vraiment savoir ce qu'est une tourbière Là, l'idée, c'est plus de définir les critères de nos sites, des sites sur lesquels on va travailler. Donc, moi, je suis d'accord qu'il ne faut pas qu'on emploie mal le terme de tourbière, en fait. C'est ça l'écueil qu'il faut qu'on évite. Pour les marais de l'Erdre, je rejoins les deux interventions précédentes. Pour les marais de l'Erdre, c'est pareil, on a sur les zones vraiment de tourbières, on n'a pas ou très peu d'agriculteurs, et essentiellement en bordure. Et la notion qui nous intéressait, c'était la notion de bassin versant ou bassin, comme dit Florentin, d'alimentation en eau de la tourbière, qui pourrait faire l'objet de mesures d'amélioration des pratiques. Donc, d'ailleurs, je me permets, je pense que ça a été écrit sur le volet hydrologique. Réflexion à l'échelle du bassin versant, mesures sur les sites en amont des tourbières. J'imagine que ce petit T veut dire tourbière. Donc, ça rejoint ça, ces caractéristiques hydrologiques. Okay. Est-ce que quelqu'un a une idée du coup sur le nom qu'on pourrait donner à cette zone-là? Donc, parce qu'on a le bassin versant d'alimentation en eau. Donc, ça, c'est une notion hydrologique, effectivement. Mais si on va sur des caractéristiques plutôt écologique au sens biodiversité, habitat, etc. Est-ce que ça marche toujours? Les milieux oligotrophes, mais ça parle peut-être pas à tout le monde. Milieu maigre, je sais pas. Enfin. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est moi qui avais mis ce post-it de la réflexion à échelle bassin versant avec les mesures sur des sites en amont des T, c'est correct, c'est des tourbières, bien sûr, avec des liens hydro. Et ça m'a fait penser, je l'ai mis tout en bas, juste en bas, à un terme qui est utilisé parfois pour les SDAG, et notamment dans le cadre l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, dans le cadre de travail qu'ils ont fait là, ils ont utilisé ce terme espace du bon fonctionnement des zones humides, qui correspond pas, c'est peut-être, j'hésite à utiliser ici parce que c'est peut-être pas exactement ce que nous on veut, mais la notion c'est à peu près ce qu'on veut, je pense. Donc ça prend en compte l'hydrologie surtout, mais pas que, d'autres facteurs aussi. Je peux vous fournir les infos si on veut le regarder plus en détail, mais peut-être un terme un peu comme ça, c'est ce qu'on veut, pour le périmètre qui va influencer le fonctionnement d'un site pour eux.
Ça parle à quelqu'un? Je sais pas. Mmh. Non, pas de. En fait, ma question, ouais, en retour, c'est est-ce qu'on sait aujourd'hui ces zones-là, est-ce qu'on sait les définir en fait, enfin, est-ce qu'on a une idée enfin, je sais pas, on a notre site de tourbière et est-ce qu'on sait aujourd'hui définir justement ces zones d'influence ou de bon fonctionnement en fait? Oui, alors, donc là, c'est pour ça que j'ai mentionné l'espace de bon fonctionnement, parce que Mmh. ça a été défini. Donc, il y a Mmh. les gens qui ont travaillé ce sujet, ils ont des critères de délimitation et d'identification de ce site. Je n'ai pas tous les critères en tête, mais oui, ça m'a fait penser à ça, parce que ça a été justement assez bien défini. Ok. Donc, ouais. Parce qu'effectivement, c'est bien ça qu'on cherche, c'est-à-dire les agriculteurs qui contractualiseraient des PSE, il faut bien sûr qu'ils exploitent des espaces qui aient une influence. Sinon, ça n'a pas de sens en fait de leur faire contractualiser ce type de PSE puisqu'ils seront en dehors des espaces d'influence. Donc là, c'est bien ça qu'on cherche à définir. Et si ce n'est sans forcément aller jusqu'à le cartographier, puisque ce sera un travail en soi. Est-ce que du coup, cet intitulé serait un bon compromis pour tout le monde? Oui. Ok, donc on va garder ça. Pour la Après, suite. si on le garde et ça ne correspond pas exactement à ce qui a été utilisé dans le contexte Rhône Méditerranée Corse, voilà, j'hésiterais d'utiliser le même terme, mais je propose de regarder plus en détail si c'est bien les critères qu'on veut, nous, et voir si c'est un terme adapté à notre Moi, je contexte. pense qu'en plus, en le laissant entre guillemets, comme tu l'as fait là, ça nous donne quand même une certaine latitude pour dire que c'est un terme qu'on emploie dans un contexte donné et on ne prétend pas le définir spécifiquement, quoi. Ok. Je vous mets un lien Dans la sur conversation? Ouais, je le fais maintenant. C'est pour les lagunes méditerranéennes, normalement, qui a fait Alors, du ça. coup, je remonte. Donc, on a parlé de maintien de surface en prairie, de milieu oligotrophe. Donc, on a vu ce point-là de lien avec la définition de tourbière, que donc on peut maintenant lever, je pense, grâce à la terminologie sur laquelle on vient de se mettre d'accord. Donc, sur les questions de flore, on a espèce déterminante des landes et tourbières. Donc, ça, je comprends. Bas-marais, moi, je ne comprends pas, mais parce que je ne sais pas ce qu'un bas-marais, mais je vous crois. Il y a un lien spécifique de flore. Sur les bas-marais? Parce que la personne qui a mis Bas-Marais veut Oui. développer ça. Oui. Ouais, c'est moi qui ai mis Bain-Marais en opposition avec les Hauts-Marais, qui sont vraiment les zones centrales. Je vois par exemple sur la tourbière de Haunier ou les marais endigués de Mazerolles, où c'est les secteurs Asfine, où de toute façon il n'y a aucune agriculture possible sur ces zones-là. Donc, Et il y a une définition, enfin, il y a eu du coup, il y a une définition. ah oui, il doit y avoir une définition, oui, alors exact, il faut que je la retrouve. Mais... D'accord. Bah, C'est juste un lien spécifique en avec rouge. la flore ou tu l'as mis là parce qu'il fallait le mettre quelque part? Moi, je l'ai mis là parce que peut-être qu'il irait mieux dans Habitat plutôt que dans Flore. Ouais, l'un ou l'autre. Justement parce qu'il n'y a pas de sphène. Pas forcément Dans dérangeant les qu'il y ait des sphènes, mais C'est pas sur dérangeant. les landes tourbeuses qui sont utilisées par des agriculteurs en Bretagne peuvent comporter des sphènes. C'est pas forcément dérangeant, ça dépend plus de la portante finalement et
et la dynamique de la végétation finalement. D'accord. Juste une remarque là. Voilà, bas-marais, c'est un terme qui est utilisé pour plusieurs types d'habitats particuliers qui sont typiques. Voilà, parfois, ils sont des habitats reconnus d'intérêt communautaire. Il y en a certains qui sont dans des habitats Natura 2000 qui sont considérés comme des bas-marais. Il y a des bas-marais acides et il y a aussi des bas-marais alcalins. Et les acides, ils ont souvent des sphènes. Ce pas les mêmes sphènes qui sont dans les hauts marais. Il y a même quelques sphènes qui sont dans les bas-marais alcalins. Ça peut. Mais en fait, je me pose la question par rapport à l'utilisation de bas-marais comme critère. Est-ce que c'est un critère comment ça va nous aider dans cette question du périmètre? Non, je pense pas. Je pense pas, mais je voulais que En Bretagne, il n'y a pas tant en plus des bas-marais. En tout cas, il n'y a pas de bas-marais alcalins en Bretagne, c'est sûr. Mais Jean-Luc, si tu avais une idée là-dessus, parce que c'est toi qui... Moi, c'était vraiment en opposition justement dans les hauts marais ou sur le haut marais. Typiquement, il n'y a pas d'agriculture, et que c'est plutôt sur les bas marais où on a encore un peu d'exploitation, ou qui sont appelés bas marais. Entre autres, les marais endigués de Brol sont des bas marais. Les hauts marais en Bretagne, il y en a 3. Bah, nous, on en a 2. Launier et Parigny. Concentrés sur Launier et Marais sauvage de Mazerolles, qui ferait partie de la zone qui nous intéresse. Bon. Pour le projet Buffer. Son Pays de Loire, oui. Oui, Pays de Loire, pardon. Bon, après, tout dépend si tu parles de la Bretagne historique ou de la Bretagne administrative, Emmanuel. Ouais, j'étais en Bretagne historique. On ne va pas rentrer là-dedans. Donc Launier est en Bretagne historique. Mais du coup, oui, je pense que le terme de bas-marais, ce n'est pas un critère qui soit commun à l'ensemble des sites. On est d'accord avec ça? On peut l'enlever ou pas? Oui, allez-y. Ensuite, les espèces déterminantes des landes et tourbières, ça a besoin d'être précisé ou quoi? C'est moi qui l'ai noté, c'est juste reprendre les cahiers d'habitat, quoi, c'est tout. D'accord. Les landes, en gros, c'est assez connu, Moligny, Bruyères et Ajon. Et les tourbières, les sphènes en plus, Nartessie au cifrage. En tout cas, je parle toujours pour la Bretagne. Et voilà. Et du coup, ces cahiers d'habitat, justement, ils vont être propres à chaque site ou Non, c'est en fonction justement des habitats que vous avez ensuite. Moi, je pense que ça serait bien de se baser sur les habitats Natura 2000 parce que les agriculteurs maîtrisent grossièrement quand même cette nomenclature. Donc, ça pourrait être intéressant de les utiliser. Et à partir donc de ces habitats, avoir les espèces déterminantes qui y correspondent. Et donc, les numéros que tu as mis là, ça correspond à? Des numéros d'habitat. Donc, les numéros d'habitat, d'accord. 4020, c'est les landes humides, 4030, les landes sèches, je crois, ou je confonds toujours les deux. Mais enfin, 7110, c'est les tourbières de pente ou les tourbières actives. Il y en a d'autres. D'accord. Est-ce que du coup, ça conviendrait à tout le monde sur ce volet habitat, justement, de reprendre cette nomenclature? Je pense pour moi, il y a un flou dans cet exercice par rapport au périmètre qu'on veut définir. Parce qu'il y a à la fois le périmètre de peut-être le site tourbeux qu'on veut protéger et qui fournit des services qu'on veut privilégier et favoriser. Et il y a aussi le périmètre d'action des mesures qui pourraient être hors ce site-là. Et comment on définit ces deux? Parce qu'ici, si on dit qu'on va utiliser les espèces déterminantes des landes et des tourbières, c'est pour déterminer quoi? C'est pour déterminer le site qu'on veut, voilà, pour ainsi dire, protéger, c'est pas le mot, mais voilà, parce que qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça nous aide à faire? C'est question d'habitat? Oui. Si on dit qu'on a les habitats Natura 2000, par exemple. Ça nous détermine. Ce que je comprends, moi, c'est que c'est uniquement
qu'on se base en fait sur les habitats décrits dans la nomenclature de Natura 2000 pour autant, parce que là, ce qu'on cherche à trouver, c'est des caractéristiques qui vont nous permettre de dire, bah oui, on est bien dans cette zone d'influence, quoi. Bah, de toute façon, on va pas prendre en compte les cultures avoisinantes, quoi. Enfin, je sais pas si est-ce qu'on va mettre des PSE sur des champs, des cultures qui voisinent les tourbières pour qu'il y ait un autre type d'agriculture, de façon à ce que ces tourbières morflent le moins possible? Mais Bah, c'est une bonne justement question. l'intérêt que peut avoir le PSE d'inclure des cultures pour justement favoriser la remise en prairie, pour favoriser des actions D'accord. agroécologiques. J'avais pas compris ça. Ouais. Par rapport Euh, justement à des MAE qui sont déjà présents sur des périmètres Natura 2000. Ça peut être l'intérêt aussi d'aller au-delà, d'être Il, complémentaire. il y a plein de sites tourbeux qui n'ont pas une végétation de Natura 2000, qui n'ont pas un habitat Natura 2000. Il y a même des habitats typiques de tourbières qui ne sont pas des habitats Natura 2000. Et il y a bien sûr des tourbières qui n'ont pas une végétation typique de tourbière aussi, ou un habitat typique de tourbière, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne fournissent pas de services. Parce qu'il y a des services, justement, carbone, climat, voire services liés à l'eau, qui pourraient être fournis par des sites qui n'ont pas forcément des habitats, des végétations typiques de tourbières, ou qui ont des habitats typiques de tourbières qui ne sont pas des habitats Natura 2000. En tout cas. mais Donc là, il y a par des contre, il y a habitats, pas de des habitats en caractéristiques tourbière. pédologiques. Il y a des habitats en tourbière qui sont pas Natura 2000. Oui. Tu as des exemples? Oui, les bas marées acides, je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans l'arc atlantique, mais c'était l'exemple dans ma tête. Il y a des bas marées acides qui ne sont pas, qui sont des tourbières minérotrophes. Des tourbières, c'est pas l'habitat tourbière de transition qui est un habitat Natura 2000, même s'il y a ça se recoupe un peu. Mais non, ils sont pas un habitat d'intérêt communautaire dans ce système. Mmh. Et tu penses qu'il y en a d'autres. Et il y a aussi, voire même, disons, il y a des roselières qui peuvent être tourbeuses. Et parfois, les roselières un peu typiques partout, qu'on ne va pas voir ça et penser que c'est une tourbière, mais il y en a qui sont tourbeuses. Oui. Soit qu'ils génèrent de la tourbe, soit ils sont surtourbés. Mmh. Je reviens à la question qu'on a évoquée parce que je pense que ça, c'est quand même très important de se dire, est-ce qu'on est d'accord d'avoir dans notre zone d'action des surfaces qui sont concrètement aujourd'hui en culture, mais justement parce qu'on considère que le PSE va permettre, malgré tout, d'emmener les choses vers la bonne trajectoire, d'aller dans le bon sens pour pouvoir préserver ce qui peut encore l'être, et notamment ces services carbone ou eau que vient d'évoquer Peter. Oui, mais dans ce cas-là, on peut pas définir d'habitat ou de flore spécifique. Voilà, on prend tout, quoi. Ouais, je suis un peu d'accord. Du coup, si on part sur une zone d'influence, on va être plutôt sur un critère hydrologique, bassin versant, donc zone qui alimente la tourbière, que ce soit enfin, par ruissellement, précipitation, que vraiment sur des habitats qui vont être, si on parle d'habitats tourbeux, on va pas les retrouver sur les prairies autour, donc c'est plutôt sur un aspect hydrologique. Je ne sais pas s'il y en a qui me rejoignent là-dessus, mais on va pas avoir de critères habitat qui vont être spécifiques à la zone tourbeuse, quoi. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le périmètre, les critères, justement, vont être définis en fonction de l'objectif du PSE et des enjeux qui sont mis en avant sur ce PSE, justement? Si c'est des enjeux de restauration de tourbières ou des enjeux de préservation de la qualité de l'eau, on n'ira pas sur les mêmes critères. J'ai jeté un froid.
Ouais, moi, je suis d'accord dans le principe. Est-ce que, il me semble que pour pouvoir faire ça, il faudrait savoir en amont, il faut savoir déjà les services qui sont fournis par ce site ou celle-ci, ou ce site ou ce site. Et donc, si on a un bassin versant donné, il faudrait savoir, OK, ici, il y a un enjeu carbone parce qu'on sait qu'on a, par exemple, voilà, 15 mètres de tourbe. C'est dégradé, c'est un mauvais état, c'est en train de se minéraliser. Là, il y a un enjeu. Donc, en fait, c'est ça qu'on veut, c'est ça notre objectif. Ou là, il y a, je sais pas, on a pu constater que ça filtre bien les polluants agricoles ici. Donc, en fait, là, c'est ça l'enjeu, c'est ça l'objectif. Et donc, c'est ça qu'on va viser avec les mesures. Je ne sais pas si c'est cohérent ce que je dis, mais voilà, je pense juste que on peut pas, on peut pas supposer qu'il y a tous les services dans tous les sites. Il faut un peu savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut viser. Donc, il faut qu'on garde, on en revient au fait, et c'était la première intervention, celle d'Emmanuel, c'est qu'il fallait du coup, effectivement, ne pas être trop restrictif, en fait, de manière à pouvoir inclure l'ensemble des espaces qui influent sur. Est-ce que du coup, on est d'accord avec ça? Et même ce que disait une autre dame, à savoir est-ce que, par exemple, la transformation d'un champ de maïs en une prairie, de façon à pouvoir mieux préserver la tourbière qui est un peu en dessous, est-ce que ça rentre pas là-dedans aussi? Du coup, c'est la définition par rapport au service, par rapport au bassin versant est plus cohérente. Donc, si ce que m'a présenté Charlotte, il y a des zones géographiques aussi, quoi, il y a des choix géographiques qui ont déjà été faits, il me semble. Alors, En fait, on n'a pas fait un choix géographique, on a quand même essayé d'approcher les choses en se basant sur les données qui étaient disponibles, les données géomatiques qui étaient disponibles, pour voir où il fallait aller chercher les agriculteurs concernés. C'est plus ça, effectivement, qu'on a fait, mais c'est plus parce qu'il faut aller chercher les gens quelque part, donc c'est plus pour faire entrer les agriculteurs dans le dispositif que pour dire que ceux qui ne sont pas dans cette zone-là n'y pourront jamais y rentrer, quoi. Pour les deux zones bretonnes que tu m'as présentées l'autre jour, clairement, le bassin versant est ancestralement constitué de prairies maigres, de landes sèches, de landes humides. Et donc, voilà, donc là, les milieux, on peut vite les définir. Mais il y a aussi des cultures qui peuvent effectivement être recyclées, enfin, ça va être modifié. Mais Enfin, en tout cas, avec des pratiques qui peuvent évoluer dans le bon sens pour contribuer au bon fonctionnement, je reprends la terminologie du coup de la tourbière. Okay. Sur les caractéristiques pédologiques, je ne sais pas si il y a beaucoup de commentaires à faire sur ce qui a été écrit. Je pense que c'est peut-être ce qui est le plus simple, compte tenu du fait que la tourbe, c'est pédologique. Caractéristiques hydrologiques, on y a déjà été. Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour là et qu'on peut avancer? oui. Personne n'est frustré? Pardon, ce que je perçois de cette première exercice, la première atelier, c'est qu'en fait, je visualise, moi, pas un, mais deux périmètres presque. Il y a le périmètre de la tourbière, si on le connaît, et donc ça utilise effectivement, pourquoi pas l'occupation du sol, la flore, l'habitat spécifique, les caractères spédologiques. Donc là, on définit vraiment la zone, le zonage de ce qu'on veut préserver. Et après, c'est comme ça qu'on travaille sur les marais de l'herbe. Ce qui nous intéresse, c'est le bassin versant également, c'est toute la zone d'alimentation en eau. Et c'est un deuxième périmètre, en fait, qui englobe en fait le périmètre de la tourbière. C'est exactement. Et c'est comme ça qu'on a défini nos zonages. Tu l'as dit mieux que moi, Jean-Luc. Ouais, non, je te rejoins, Jean-Luc, et au final, c'est le premier périmètre qui permettrait de définir le deuxième, parce qu'on a la zone à préserver. Ok. Merci pour la conclusion. Ouais.
Donc, on propose de passer aux enjeux. Donc, là, on parle toujours avec des grands mots. Il faut qu'on réussisse à caractériser ces enjeux. Donc, on a, nous, identifié déjà, hein, du coup, 4 enjeux. Hein, l'enjeu biodiversité, l'enjeu carbone, l'enjeu eau en termes quantitatifs, l'enjeu eau en termes qualitatifs. On a rajouté les incendies pour les monts d'arrêt. On peut évidemment en imaginer d'autres. Donc, comme tout à l'heure, hein, on va repartir sur d'abord un petit temps individuel pour que vous puissiez compléter. La question, c'est voilà, comment est-ce qu'on peut caractériser ces enjeux, sachant que l'objectif qu'on a à caractériser ces enjeux, c'est après, ce sera du coup l'atelier d'après, hein, de pouvoir expliquer aux agriculteurs, donc à des non-spécialistes, on va dire, des sciences écologistes, hein, comment est-ce qu'on peut leur expliquer ces enjeux-là? Voilà. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Est-ce que ma consigne est claire? Si elle ne l'est pas, vous avez le droit de le dire. Comme vous ne dites pas, c'est qu'elle doit être claire. Est-ce que Claudia, est-ce que tu arrives du coup, là maintenant, à aller sur les post-it et à écrire dessus? Non, pas du tout. Le lien qui était dans le chat, c'est un article. Oui, le lien qui est dans le chat, c'est l'article. Est-ce que tu vois Comment on caractérise moi? Est-ce que tu vois... Est-ce que tu arrives à... Comment dire? Dans la barre du bas, là, tu as une petite flèche. À côté de la main. Attends. À côté de la main, j'ai React. J'ai apparemment pas le même Teams que vous. Je suis désolée. Non, pas la main de Teams. Alors, est-ce que tu vois comment caractériser l'enjeu incendie là? Déjà, dans quelle page? En Teams ou sur l'article? Dans Teams, Oui. d'accord. Il y a la galerie avec nous et il y a l'espace où on partage le contenu. D'accord? Share, oui. Je peux share un content, mais je ne vois pas l'autre. Mais tu ne vois pas ce que moi je partage. Non? C'est fou ça. Oui. I can share my screen or my window, this is what they say to me, or not. But, mais je peux pas faire autre chose. Tu peux pas, tu vois pas ce que je partage moi. Non, du tout. Peut-être comme elle est arrivée en retard, il faut stopper le partage et relancer pour Je l'ai que ça fait déjà. s'affiche. Ah, ok. Ouais, j'ai pensé à ça tout à l'heure et je l'ai fait déjà. Ouais, non, mais je vois pas. Je suis désolée. Je suis un peu inutile aujourd'hui. Est-ce que tu peux me redonner ton adresse mail dans la barre de conversation? Je vais essayer de te partager Oui. Ouais. le whiteboard pour que tu puisses l'ouvrir dans ton navigateur. Ouais. Attends, dans le chat. C'est- Moi, je peux, Voilà. Merci. moi, il veut pas.
Effectivement. Alors du coup, ce que je te propose, Claudia, Mhm. c'est que tu vas utiliser la conversation et on va faire pour toi. D'accord? C'est trop gentil, mais j'essaye de comprendre ce que vous faites là. Et je dis déjà plusieurs fois, je ne suis pas experte de tourbière du tout, donc je ne peux pas trop euh, contribuer aujourd'hui. Mon expertise pour être dans cette groupe-là, c'est vraiment concerné le PES avec notre autre projet. Ok, bah peut-être que Ah oui, du coup, ouais, ok, là donc je tu vois peux, par oui. exemple cette question-là, comment est-ce que tu y répondrais? Si tu devais aller parler de ça avec des agriculteurs. Mhm. Comme on a fait chez nous, caractériser l'enjeu biodiversité ou comment caractériser la biodiversité, c'est déjà deux choses. Parce qu'avec les tourbières, on a quand même, au milieu de tourbières, la biodiversité est très bas. C'est naturel, c'est normal. Mais dans le trajet de milieu de tourbière jusqu'au champ d'agriculture, on a quand même une très haute courbe de la biodiversité. Et la biodiversité a le rôle de fonctionnement du biosystème. Et le tourbière en profite et l'agriculture peut en profiter aussi. On vit dans ce temps-là dans une crise de la biodiversité qui chute drastiquement. Et une tourbière ou surtout autour de tourbière peut aider de le garder. J'espère que c'était pas trop en même temps. Ah, j'ai essayé, hein. Ah, ok. Mais c'est en tout cas, c'est enregistré. Carbone. Est-ce qu'il faut encore expliquer une fois? Le jeu carbone, est-ce que c'est pas dans la tête? Pour le PES, on avait comme but dans notre projet la purification de l'eau dans un lac. Ça intéresse personne. Mais on avait aussi la biodiversité et le carbone, stockage de carbone dedans. Parce qu'avec augmentation de la biodiversité et avec pas mal de actions agriculture, on peut stocker le carbone. Et c'est là où on a trouvé les financeurs. On a trouvé quelqu'un qui était prêt à payer pour faire ses obligations greenwashing. Oui, bien sûr, mais quand même, ça marche. De faire ses obligations pour payer de stockage carbone, pour payer de augmentation de la biodiversité. C'est là où ça marchait un petit peu pour même pour la purification de l'eau. Donc on a fait un petit peu de détour pour arriver à notre but.
On peut bien sûr dire le tourbière, mais c'est clair, comme service écosystémique stockage carbone. Au première, il faut, comme on a déjà dit, Peter Durand, d'éviter que ça dégrade et on peut agrandir la tourbière si c'est possible dans cet écosystème, dans cet paysage, si c'est possible de l'agrandir pour stocker encore plus. Les tourbières sont un des plus grands stockages de carbone. Donc, ils ont une très haute valeur par rapport au stockage carbone. C'est tout ce que je veux dire sur ces deux questions-là. Je pense que j'ai eu un peu d'hésitation par rapport à la formulation de la question, comment caractériser l'enjeu. J'ai un peu du mal à voir qu'est-ce qu'on veut réellement sortir de ça. Est-ce qu'on essaye de lister c'est quoi exactement qu'on cherche? Ici, j'ai l'impression que tout le monde, il y a des remarques, c'est un peu le brainstorming, tout ce que ça nous fait penser, mais je veux mieux comprendre, voilà, qu'est-ce qu'on veut qu'il sorte de cette réflexion. Une liste d'indicateurs de suivi? Non. Alors l'idée, effectivement, c'est de s'en servir après, Ouais. notamment pour ça. Mais là, on se pose la question surtout pour pouvoir démarrer des travaux constructifs avec les agriculteurs. Il faut qu'on réussisse à leur faire prendre conscience de ces enjeux-là. En fait, c'est un peu en quoi ces zones-là sont importantes à préserver, hein, si je résume vraiment la question, c'est ça. Et c'est parce qu'elles répondent à plusieurs enjeux environnementaux qu'on a essayé de prélister, mais dans des grandes catégories, quoi. Donc, Et ce qu'on veut, c'est lister par exemple, pour l'enjeu biodiversité, on veut lister les raisons pour lesquelles la biodiversité, c'est un enjeu important dans les tourbières. ouais, D'accord. On a toujours la discussion avec les agriculteurs par rapport à la biodiversité. Oui, en part, c'est bon, mais c'est pas qu'un refuge pour... si on a une zone avec une très haute biodiversité, c'est pas qu'un refuge pour les prédateurs, donc pour les antagonistes. C'est aussi un refuge pour les espèces néfastes. Ils disent toujours les deux. Donc c'est vraiment un sujet difficile à attaquer. Ils ont raison aussi, parce que s'il y a je sais pas quoi, un insecte qui se cache dans une zone avec une très grande biodiversité, il va être prête pour attaquer les champs. Avec mais le maïs, on a surtout ça. Ouais, mais il y a souvent les prédateurs aussi, hein. Ah, bien sûr, les Un deux. peu, un peu Et on a- l'idée de l'écologie quand même. Exactement, exactement. On a tous les deux. Et ça dépend quel agriculteur on parle. Ou ça dépend peut-être même la culture. Peut-être il y a les cultures qui sont moins susceptibles que l'autre. Si on a une prairie avec les vaches dessus, ça j'aime pas du tout. Si on a quelque chose à côté avec une très haute biodiversité,
Si on a une champ de maïs, hein. C'est juste ma répétition, je ne m'entendais pas ça, mais c'est ma répétition avec la discussion d'agriculture. Peut-être qu'on peut passer à la phase d'échange tout de suite, et puis de toute façon, ça n'empêche pas de compléter en cours de route sur les enjeux. C'est plus facile comme ça pour Claudia aussi, certainement, de suivre. Du coup, si on prend dans l'ordre sur l'enjeu biodiversité, donc il y a, j'essaie de voir un petit peu, mais si on catégorise, en fait, il y a plusieurs post-it plus sur, enfin, comment dire, des bases de référence, en fait, sur les différentes biodiversités qu'on peut trouver. Dites-moi si je transcris mal. Mais voilà, sur le premier, là, les listes, les SNIEF, listes rouges, aussi dire d'experts, les inventaires qui ont pu être faits également sur les sites Natura 2000 et autres. Je regarde, j'essaie de tout. Il y a les suivis d'inventaire aussi qui peuvent certainement servir de base, comme l'OAB, et puis les espèces spécialisées. Donc, du coup, j'ai un peu rassemblé 4 post-it en un là, mais je les aurais bien mis ensemble. Donc là, c'est plus, moi je le comprends comme c'est nos sources un petit peu de données pour caractériser justement cet enjeu de biodiversité. Est-ce que c'est comme ça que je dois le C'est quoi comprendre? le Les quatrième? habitats, ouais, habitats patrimoniaux, espaces spécialisés, je pense. Enfin, je J'ai les aurais mentionné rassemblés. j'ai mentionné les espèces spécialisées parce que, en fait, comme a dit Claudia tout à l'heure, euh, les tourbières sont pas toujours des milieux où il y a une biodiversité très élevée en termes de voilà, nombre d'espèces, par exemple. Mais parfois, les espèces qui sont là sont très uniques, sont très spécialisées à un type de milieu. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Et donc là, si on pense à parler avec les agriculteurs, j'imagine que c'est peut-être quelque chose d'intéressant de dire, voilà, là, c'est notre patrimoine. Voilà, il y a parfois des stations d'une espèce dans les tourbières, où voilà, la station la plus proche de cette espèce, c'est en Scandinavie, mon Dieu. Voilà, donc il y a quelque chose de vraiment spécial ici. C'est notre, c'est à nous de le protéger. Je ne sais pas si c'est un argumentaire intéressant, mais voilà. Euh, et il y a en plus le fait que c'est parfois rare localement ou à différentes échelles en France et ou protégé. Voilà. Et c'est effectivement un argument qui tient la route avec les agriculteurs, hein. La fierté du pays, quoi. Je t'ai pas entendu, Emmanuel. Tu peux répéter? C'est un argument qui tient bien avec les paysans. Ils sont fiers, par exemple, le Malaxine et Marais qu'on a sur le Cragou, ils sont fiers de l'avoir, ils sont fiers d'avoir du Damina succis parce qu'il fauche bien les landes, etc. Voilà. Ok. Et du coup, est-ce qu'on a des espèces, comment dire, qui sont communes en fait entre les sites de tourbières, enfin, ou est-ce que là c'est très spécifique, on va dire, par zone? On a quand même une flore et une faune spécifique pour le tourbière. Ouais. Ok. Mais pour toutes les tourbières, en fait, je veux dire, est-ce qu'il va y avoir des espèces différentes, je sais pas, en Bretagne et en Normandie, ou est-ce qu'on retrouve quand même les mêmes types, c'est les mêmes, quoi? Pas Je comme connais pas ça. je connais pas la Normandie, je connais pas bien la Normandie, mais bon, Mais on a les espèces les qui sont... Soignes et les Drosera, par exemple, les Rossolis, sont certainement, oui, peut-être des communes au long des tourbières. Ok, à Mais vérifier. encore, bon, après, si on rentre dans le détail, non, mais En détail, c'est aussi
variation qui peut être un peu plus de celle-ci, un peu moins de celle-là, mais quand même, il y a les espèces typiques pour le tourbière. Ok. Donc, Désolée, Oui. j'ai un conseil d'administration qui doit démarrer, donc je dois vous laisser. À bientôt. Ok, à bientôt, Véronique. Tout à l'heure, on faisait référence aux habitats d'intérêt communautaire. Je pense que sur les 3 sites, au niveau des habitats tourbeux, on doit avoir des habitats communs, hein. Donc à cette échelle-là, ça colle. Ok. Après, dans le détail des espèces, faune, flore, c'est évident qu'on est chacun on peut avoir des particularités. Ou des espèces qui sont présentes uniquement chez l'un ou chez l'autre. Chez la faune, surtout, ouais. Dans la faune, oui, surtout, mais Oui, la dans- flore, ouais, on ouais. a des espèces communes, oui, sûrement. Mais ça serait une question intéressante voilà, de creuser un peu, de voir les similarités entre les différents sites dans ce secteur-là, voilà, dans le périmètre des sites en question. Qu'est-ce qu'on a en commun comme habitat, comme espèce? Je ne sais pas si Hugo a fait une analyse comme ça. Clara, il pensait pas. Je ne sais pas si Clara est là. Mais voilà, c'est quelque chose que peut-être Hugo a des infos sous la main pour faire une analyse comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est allé jusque-là. Ouais. Du coup, j'ai Ok. rajouté ce qui vient d'être dit là sur, Ouais, j'ai vu. sur faune et flore. Et ce qui m'a. Peut-être l'autre post-it qui peut-être demande, c'est connexion avec d'autres habitats oligotrophes. Peut-être, je ne sais pas qui a mis ça, mais pour expliquer un petit peu. Bah, c'est moi, c'est en fait entre quel est l'enjeu biodiversité d'un site, bah, ça dépend aussi de sa connexion avec d'autres habitats, type landes, tourbières, prairies maigres, etc. Si on a un habitat qui est isolé, qui est entouré, par exemple, de champs de maïs, comme c'est le cas par exemple à Langazelle, Nord Finistère, les enjeux ne sont pas les mêmes qu'une tourbière des Monts d'Arrée, qui est dans un contexte plus oligotrophe, qui est moins isolé en tout cas. L'enjeu est plus important, de mon point de vue, dans la préservation des connexions et de ces réservoirs que de tout faire pour maintenir sous assistance des sites isolés. Ok. Mais du coup, ça va bien, je trouve, avec le post-it qui est juste au-dessus, hein, qui est ce qu'a dit Claudia, que j'ai essayé de retranscrire, c'est que autour en fait de ces zones-là, en fait, on a un gradient de biodiversité qui va considérablement augmenter. Donc, et là, ce que j'ai traduit par le terme de mosaïque que tu n'as pas prononcé, c'est moi qui l'ai écrit comme ça. Peut-on passer au carbone? Ouais. En tout cas, on a fait le tour je pense, près de ce qui était écrit. Ouais. Peter a levé la main. Non, c'était une erreur. Je Donc, voulais en arrière. la main qui me permettait de bouger l'écran. C'était le mauvais. C'est pas la même main. C'est pas la bonne main. Ouais. Alors là, c'est parce que je vous ai un peu contraint. Normalement, vous ne pouvez pas trop vous promener comme vous pouvez. Normalement, vous me suivez là. Ah. C'est pour ça que ce que Si, je me l'idée là, balade comme je veux, moi. sur ces temps collectifs, on soit tous focus sur le même truc. Tu disais quoi, Emmanuel, pardon? Bah, je peux me balader comme je veux, moi, mais bon, c'est pas Mais grave. dans ton onglet, tu peux te balader comme tu veux. Ah, d'accord. Mais si tu reviens sur la visio, je pense que là, mais l'un n'empêche, enfin, rien ne t'empêche d'avoir les deux, hein. Ouais, Hein, mais ça permet, en fait, que le fait que je bloque la vue, en fait, hein, ça permet quand même qu'on voit tous la même chose en même temps, comme on ne peut pas tout afficher. Vas-y, Louise. Ok. Alors, estimation stock de carbone. Je regarde s'il y a des liens en fait entre les différents. Ouais, il y a. Tu as mis Charlotte, stockage de carbone également. Dans les tourbières, on parle de stock. Stock important.
OK. Donc il y a Effectivement. un volet, stockage, on va dire. Il y a un volet Heu, connaissance, il y a un volet, importance du stockage. OK. Oui, donc là, je vois les tourbières de l'arc atlantique contiennent les stocks de carbone les plus conséquents de France. Dans l'idée, j'imagine, c'est aussi de responsabiliser et de donner, aux exploitants, en fait, l'importance de cette préservation en prenant une vision un peu plus macro. Oui, tout à fait, c'est ce que Mmh. je voulais dire et on peut entendre cet argumentaire, comme on a dit pour les espèces aussi, dire voilà, Mmh. là, ici, il y a quelque chose de spécial, c'est patrimonial, c'est à nous, c'est le nôtre, Mmh. c'est à nous de le protéger, etc. Donc, je ne sais pas si. Peut-être c'est moins convaincant pour l'histoire de carbone que les espèces. Peut-être s'il y a un papillon joli, c'est plus parlant, je ne sais pas. Mais quand même, si on dit Ouais, à échelle de la France, ici, c'est vraiment important pour tout le monde. C'est pas juste pour nous, c'est pour tout le monde, c'est notre responsabilité. Ça peut être intéressant comme argumentaire, peut-être. Ah oui, ouais, oui. et sur le carbone, il y a une fiche qui a été faite par le Pôle Tourbière qui est assez parlante, qui donne des chiffres et qui cause bien aux gens qui ne sont pas dans le milieu de la tourbière, on va dire, et Oui. qui est très causante, quoi, donc qui est très parlante et qui doit, enfin, à mon avis, qui pourrait être utilisée. C'est aussi pour nous, en tout cas en Bretagne, où il y a cette identité celte revendiquée. Je vais pas rentrer dans le détail, mais bon, voilà, c'est nos cousins irlandais, écossais qui font la même chose. Donc, stocker le carbone, c'est aussi aller à l'encontre d'un discours actuel d'utiliser ces tourbières pour planter du résineux, parce que le résineux est un moyen de stocker du carbone. Donc, c'est remettre aussi l'église au milieu de la place, au milieu du village, de rappeler que les tourbières stockent énormément de carbone. Donc, il n'y a pas mieux. Ouais. OK, donc là, c'est l'aspect, connaissance. Et après, il y avait Véronique qui est partie, mais elle avait mis quelque chose sur le suivi de prélèvement tarière. Je sais pas trop, ce qu'elle a voulu dire, mais certainement qu'on pouvait aussi, Là, on venir est peut-être plus prélever sur pour les suivre. indicateurs. Ouais, voilà, pour suivre, un peu, concrètement, certainement, de quoi on parle. Il y a Claudia qui a levé la main. Ton micro est coupé, Claudia. Oui, oui, oui. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites. Mais quand même, il faut pas laisser l'agriculteur seul avec être fier qu'il ne va pas utiliser cette zone sensible. Euh, il faut qu'il a son revenu aussi. Donc, qui va payer et combien pour l'agriculteur peut faire ça? Ça, c'est la grande question. Ouais, ça ferait partie de nos questions, mais là, j'avoue, pas aujourd'hui, mais ça va être, déterminant, en fait, de toute façon, dans Est-ce l'aboutissement de ce type de projet, hein, c'est clair. Ah ouais, ouais. Est-ce que vous avez contact avec le syndicat mixte qui sont responsables dans cette zone-là, qui Oui, font le contact avec les agriculteurs? Oui, Oui. parce qu'on a forcément besoin d'eux, sinon, nous, scientifiques, madame, là, c'est la porte. Vas-y, Clara, je sais pas, tu voulais peut-être rebondir? Ouais, non, j'ai une autre réflexion par rapport à la piste carbone qui vient des échanges qu'on a récemment eus à Dublin. C'est plus le fait que le carbone est dans le sous-sol. Alors déjà, on a dit que des discussions qu'on a eues, on a dit qu'on n'avait pas vraiment d'agriculteurs au cœur des tourbières, donc dans quelle mesure est-ce que leurs actions peuvent avoir une influence sur le carbone de la tourbière? Et de 2, le carbone est dans le sous-sol, dans le sol qui appartient rarement à l'agriculteur puisque la plupart sont en fermage. Et donc si on part sur la pente des systèmes de crédit de carbone et autres, à qui revient vraiment l'argent?
le propriétaire terrien ou l'agriculteur qui est en train de faire tous les efforts. Et la mise en garde que m'ont donné 2 agriculteurs de la Sarthe, c'est: «Fais attention au crédit carbone. Les premières années, l'argent est dans ma poche. Les années suivantes, on m'augmente le coût des fermages». Et donc, risque encore plus quand de toute façon, l'agriculteur n'est que propriétaire du carbone qui est dans la biomasse au-dessus du sol et pas dans le carbone, du sol. Voilà, donc c'est juste une, piste de réflexion sur cet enjeu, carbone. Et ma crainte, c'est qu'en fait, il y ait des formes d'expropriation si on peut commencer à avoir beaucoup d'argent, des crédits carbone, avec ces tourbières, alors que ceux qui font tous les efforts de bonnes pratiques, finalement, vont pas être, récompensés. Peter. Oui, j'avais juste 2 réflexions vite fait. Une chose par rapport à ce qu'a dit Clara. Donc, je ne sais pas si définir le terme tourbière dans le cadre de notre démarche à nous, pour faire plus, c'est nécessaire ou c'est une bonne idée, je ne sais pas. Mais juste pour savoir, je pense que plusieurs parmi vous le savez déjà, que le terme tourbière, au moins à l'international, mais ici en France, la définition s'élargit de plus en plus et on se rend compte, en fait, normalement, si on prend une définition qui est plutôt basée sur la pédologie et moins sur la végétation, en fait, qu'il y a plein de milieux qu'on n'avait pas pensé qui étaient des tourbières, qu'en fait, sont des tourbières, peut-être on dit étaient des tourbières fonctionnelles, ils ne sont plus, mais avec une définition plus large, pédologique d'une tourbière, si c'est basé sur un sol tourbeux, même sans de la végétation typique des tourbières, c'est quand même des tourbières. Même s'il n'y a pas une épaisseur donnée de tourbe, même s'il y a un peu, c'est quand même, s'il y a de la tourbe présente, ça pourrait être une tourbière. Et donc, pour ce que tu as dit, Clara, qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'agriculture sur les tourbières, il y a bien beaucoup d'agriculture sur les tourbières dans ce sens-là, parce qu'il y a beaucoup de champs de maïs, il y a beaucoup de champs de chou-fleur, il y a beaucoup d'élevage, il y a beaucoup de pas mal de choses comme ça, qui sont sur des sols tourbeux, dégradés. Merci. Ils n'ont plus la végétation de tourbières. Après, je ne sais pas si c'est utile pour ce qu'on veut faire. Parce que peut-être ce qu'on veut faire, c'est dire, voilà, la zone qu'on veut vraiment protéger parce qu'ils nous fournissent pas mal de services écosystémiques, c'est pas ça, c'est peut-être un autre truc. Et là, il a la biodiversité sympa et un engorgement en permanence et tout ça. Si c'est ça le cas, la problématique que tu as abordée tout à l'heure, c'est voilà, c'est pas à moi, l'agriculteur pourrait dire, ah bah là, c'est pas à moi. C'est pas mon sol, c'est pas mon eau, c'est pas mon site. Et donc, ma question que moi je me poserais, c'est ou que je vous pose plutôt, et à ceux qui ont plutôt l'habitude de parler avec les agriculteurs, c'est est-ce qu'il y a moyen d'élargir le périmètre de mien pour l'agriculteur, c'est-à-dire ce qui est à moi. Est-ce que élargir, voir que moi j'ai ma parcelle, mais que ça s'inscrit dans un périmètre plus large d'un bassin versant, un réseau hydrographique, en continuité écologique avec plein d'autres choses. Il y a des gens qui habitent en aval de moi, qui sont impactés par mes actions. Il y a tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas cette manière de dire, voilà, tes actions sont importantes pour tout le genre dans ce périmètre-là, et les espèces, et le sol, et l'eau, et tout. Et ça, c'est aussi une grande responsabilité. Voilà. Alors, de toute façon, Peter, nous, on part bien sur cette logique-là, c'est-à-dire la logique de ce qu'on appelle le bouquet de services. Oui. Parce que effectivement, on peut souvent pas les distinguer tous les uns des autres, et aussi parce que ça donne des arguments supplémentaires pour chercher des financements, puisque on va avoir des financeurs qui vont avoir des préférences, on va dire, entre ces sujets, pour des raisons qui vont être propres à leur stratégie à eux, en fait. Donc, en plus du fait que ça a du sens d'un point de vue environnemental, c'est aussi un atout pour le volet commercial par lequel on est obligé à un moment de passer. Est-ce qu'on passe à l'eau?
Alors, sur l'eau, donc Ocanti, Ocali. Sur Ocanti, il n'y a pas grand-chose. Est-ce qu'on passe direct à Ocali? Suivi piézométrique, carto du réseau de drains et fossés sur la Canti. Moi, je suis pas une spécialiste des tourbières, mais en fait, hier, on était non, mercredi, j'étais en réunion sur la constitution du Prat en Normandie, et a été quand même évoquée la question du maintien des niveaux d'eau, en fait, au niveau des zones de tourbières. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle ou pas. Voilà, apparemment, c'est un enjeu. Je l'ai pas noté parce que je sais pas, je m'estime pas hyper légitime là. Mais, voilà, a priori, c'est un enjeu, en tout cas dans le Cotentin, pour les marées verniers. Mais, Par définition, une tourbière est un milieu saturé en eau, donc oui, c'est important. ouais. Donc j'imagine qu'il y a aussi certainement comment dire, cette question, parce qu'on parlait tout à l'heure des bassins versants, des périmètres d'influence, zones d'influence, qui ont certainement aussi un impact en fait sur ces maintiens-là en niveau d'eau, et notamment avec des enjeux liés au changement climatique, voilà, qui peut être problématique maintenant en fait. Du coup, quand tu dis niveau d'eau, tu parles de l'étiage ou tu parles du niveau d'eau dans le sol, en fait? J'ai pas la précision à ce stade, mais je sais qu'a été évoqué les questions de pompage en fait, notamment pour les industriels, pour l'agriculture potentiellement aussi. Parce que ce rôle de stockage d'eau dans un contexte de changement climatique, est-ce que dans les territoires là dont nous on parle là, est-ce qu'il y a un enjeu fort à se dire on maintient ces stocks d'eau justement dans un contexte de changement climatique? Clara, tu as levé la main. Oui, ce que j'ai. C'était plus pour faire un ajout que d'essayer de répondre à ta question, en fait. Donc, non, moi, c'était juste pour faire le lien. Je me posais la question de est-ce qu'on peut faire le lien entre l'enjeu eau et l'enjeu affaissement des sols? Ou bien affaissement des sols est un enjeu à part entière, sachant que l'affaissement des sols est lié au drainage et à la compaction de la tourbière et sa minéralisation. Mais ce côté affaissement des sols, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux agris. On l'a vu dans les interviews qu'on a fait à Beaupt. C'est quelque chose qu'ils ont vu de leurs propres yeux et qui les pousse à critiquer le pompage actif de la tourbière. Donc, ça peut peut-être... Généralement, quand on commence à parler de niveau d'eau, ça panique. Et il y a d'autres portes d'entrée qui permettent d'initier le dialogue avant de parler d'un niveau d'eau actuellement. L'affaissement des sols en était un qui passait mieux. Ouais. Après, on est sur des sites particuliers. Un Beaupt doit ressembler un peu au site de Mazerolles. Si je ne me trompe pas, c'est bien à Beaupt où il y a une exploitation de tourbe? Oui, c'est ça. Oui. Ok, et ben en gros, c'est le même type de milieu que chez nous. On a un marais endigué qui est exondé à l'origine pour permettre l'agriculture, tout ça, mais surtout exploiter la tourbe. Et donc, effectivement, le fait de drainer pendant 40 ans cette tourbière, en fait, a provoqué une sorte d'affaissement et de tassement. Donc, on retrouve ces problématiques-là chez nous. Et donc, du coup, comme c'est un marais endigué, vient se poser la question de la gestion des niveaux d'eau, mais des niveaux d'eau de surface. Donc, effectivement, il y a les niveaux d'eau de surface, il y a les niveaux d'eau piézométriques qu'on mesure, puisque là, c'est un autre enjeu, c'est la tourbe qui doit être saturée en eau. Tout est lié, hein, mais c'est des outils de mesure différents, piézométriques ou limnimétriques. Alors là, il y a quelqu'un qui a commencé à écrire quelque chose, non? Tourbière en bon état. Je voulais faire un commentaire par rapport à ce qui avait été écrit à côté. Oui, il y a une petite flèche. Ok, Voilà. d'accord. Okay. Donc, une tourbière est un milieu saturé en eau par définition.
bah, une tourbière en bon état est saturée en eau, mais une tourbière dégradée n'est pas forcément saturée en eau. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de tourbières qui ne sont plus en eau du tout, qu'on pourrait toujours considérer comme des tourbières parce qu'il y a de la tourbe présente. Et j'aimerais bien vos réactions par rapport à ça parce que, voilà, je ne sais pas si c'est pertinent pour cette démarche. Une tourbière une tourbière qui n'est plus saturée en eau, qui est donc dégradée. Oui, enfin, c'est. Voilà. Mais est-ce C'est vrai. que cette question, voilà, j'aimerais avoir vos réactions sur cette question quand même. Est-ce que c'est important pour nous de dire qu'en fait, il y a parfois des sites avec des cultures, avec des activités agricoles sur ce site-là, voilà, qu'en fait, par des définitions pédologiques, c'est des tourbières. Ouais, Est-ce et à qu'on- ce moment-là, la question, ça va être de savoir qu'est-ce qu'on peut, enfin, quelles sont les mesures qui peuvent être mises en œuvre pour conserver ce qui peut encore l'être, Oui. voire plus si c'est possible, quoi, plus que conserver ce qui reste, c'est-à-dire remettre le milieu en fonctionnement pour qu'il redevienne un milieu stockant. Ou même si ça ne devient pas un milieu qui stocke de nouveau, qu'on protège le stock existant. Parce que ce n'est pas forcément la même chose. Tu peux protéger le stock existant parce que parfois, il y a des mètres et des mètres et des mètres de tourbe qui pourraient continuer à se minéraliser si ce n'est pas protégé, si ce n'est pas remis en eau. Ce qui ne veut pas dire forcément que ce milieu va redevenir stockant de nouveau. Ce n'est pas forcément la même chose. Et c'est justement quand on parle de la paludiculture, on n'a pas trop parlé de ça, mais quand on parle de ça, c'est l'idée de continuer une activité agricole sur un milieu qui est saturé, mais normalement resaturé en eau, qui a été remis en eau. On ne s'attend pas à que ça stocke de la tourbe de nouveau. On ne s'attend pas à ça. On va continuer à l'utiliser. Mais on évite que ce qui est présent, la tourbe présente, continue à relarguer des gaz à effet de serre, du carbone, etc. Là, je rejoins ce que dit Peter parce qu'il met le doigt sur quelque chose de très important, entre autres par rapport à notre territoire, où je fais référence toujours au marais endigué de Mazerolles. Il est endigué, donc pour qu'il soit exploitable pour l'agriculture, même si elle est extensive, fauche pâturage classique, on va l'exonder. Donc on l'exonde, et donc du coup, on détruit, en fait, on détériore l'affaissement, tout ça, on sait qu'on détruit progressivement cette tourbière. Et globalement, si on voulait, et si on souhaite préserver cette tourbière, il faudrait, comme dit Peter, la resaturer en eau. Or, si on la resature en eau, déjà, on n'est pas sûr d'avoir du résultat, hein, comme tu le dis, mais surtout, l'exploitation agricole classique, pâturage fauche, devient pratiquement impossible. Donc, du coup, c'est à dire changement de pratique ou d'autres pratiques agricoles qu'on pourrait imaginer, quoi. Mais pour nous, c'est un point important, ça, surtout sur ce site-là. Ouais, donc c'est de se fixer un objectif qui soit atteignable aussi. Parce que si c'est pas possible de retourner dans les conditions, on va dire, idéales, à minima, il faut essayer d'arrêter, de stopper le processus de dégradation. Ouais, c'est ça que je voulais signaler parce que peut-être la paludiculture, c'est peut-être un peu trop ambitieux pour ce qu'on veut faire ici. C'est pas forcément ce que je voulais mettre en avant, mais c'était justement ça, c'était faire la distinction. Voilà, même si on va pas forcément viser qu'un milieu redevienne turfigène, qui ne l'est pas maintenant. Peut-être oui, à terme, cela deviendra, mais peut-être juste dire, OK, là, il y a un stock de carbone qui est en train de se minéraliser, vite. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour au moins stopper ça, garder le stock de carbone existant. Voilà. Je vais juste ajouter que dans Buffer Plus, on a une activité entière dédiée à la paludiculture, mais aussi aux races d'élevage qui sont plus résistantes avec des niveaux d'eau plus élevés comme les bufflonnes. Pour moi, c'est prématuré. On a fait par exemple toute une étude de la structuration de la filière roseau dans l'Ouest. Et
pour pouvoir, mettons qu'on veuille maintenant remettre en eau et puis qu'on valorise le roseau, en fait, la filière est absolument pas structurée. Les industriels ne sont pas à ce stade équipés pour valoriser la filière roseau sous forme de panneaux de construction, etc. Et au niveau du savoir-faire de récolter du roseau, on a une démographie d'agriculteurs qui disparaît comme de la neige au soleil. Une absence de structuration en mode coopérative et CUMA pour mutualiser le matériel, mutualiser tous les aides, chose qu'on retrouve dans la plupart des filières. Donc, quand le tracteur tombe en rade, la disponibilité en pièces détachées, elle est à 7 mois et elle vient de l'étranger en général. Donc, c'est extrêmement dangereux, je trouve, à ce stade, d'aller encourager les agriculteurs à... Et ça va être la même chose pour à peu près toutes les filières de paludiculture. Il faut d'abord un vrai travail d'accompagnement, de structuration et de formation. Après, ça n'empêche pas d'aller faire des petites expérimentations avec des agriculteurs, mais ça ne va pas révolutionner ça. Et j'ai creusé le volet bufflonne, qui pourrait être les bêtes les plus à même de remplacer une charolaise ou une limousine. À ce stade, je n'ai trouvé qu'une seule éleveuse, et j'ai pas eu le temps de creuser la donnée, qui a mis ses bufflonnes en zone humide et qui les exploite économiquement avec de la mozzarella, du lait, etc. Tout le reste, on a soit des gestionnaires qui ont des troupeaux pour de la gestion pâturée sans aucune valeur économique, ou alors on a des troupeaux de bufflonnes hors des zones humides, dans des étables, dans des sols minéraux. Et donc, je cherche la donnée, hein, je la cherche depuis 5 ans sur la paludiculture. J'avoue que j'ai pas envie d'aller encourager un seul agriculteur à se lancer là-dedans pour l'instant. Sauf si on arrive avec des gros financements pour lui dire on va te sécuriser tout le processus expérimental. Parce que derrière, il y a absolument rien de solide. Et puis de toute façon, je vois pas comment une banque ou une assurance irait les soutenir dans ce type d'investissement. Ok, je vous propose qu'on passe sur l'Ocali peut-être. En fait, dans l'idée, là, au vu du timing, on va essayer au moins de boucler cet atelier-là et puis on verra comment on fait pour la suite. Mais histoire de quand même rebalayer tout ce qui a été cité. Donc, sur l'enjeu Ocali, donc, alors attends, je vois pas. Voilà, c'est ça. Donc, limitation des intrants et favoriser les pratiques extensives, ça c'était Véronique. Se référer au diagnostic de territoire. Infrastructure agroécologique, limitation des transferts, suivi de la qualité de l'eau. Donc là, on est plus dans, dans le suivi, mise en œuvre, on va dire. Après, je pense que c'est peut-être le sujet qui est le plus simple avec les agriculteurs, puisque c'est celui qu'ils connaissent le mieux. Oui, ils ont l'habitude déjà. Parce que finalement, quand on voit les propositions qui sont faites, c'est des choses qui sont déjà voilà, connues. On met moins d'intrants, on essaye de limiter les transferts. Donc ça, limiter les intrants et faire des pratiques extensives, évidemment, ça se rejoint. Limiter les transferts et infrastructures agroécologiques, évidemment, ça se rejoint. Et puis, c'est vrai que l'enjeu qualité de l'eau, il est très bien décrit dans les documents, que ce soit dans les SAGE ou les contrats territoriaux quand ils existent, quoi. Donc, moi, ma réaction face à ça, c'est ce que j'ai dit au début, c'est aussi de se dire que finalement, ça, c'est pas un enjeu nouveau. C'est pas un jugement, hein. C'est pas un enjeu nouveau. Je ne sais pas si vous avez des réactions par rapport à ça. Merci Ok. Claudia. À bientôt. Oui, merci.
Et donc, il y avait le dernier, du coup, s'il n'y a pas de réaction sur l'enjeu incendie. Alors, Excusez-moi, j'aimerais juste revenir sur Ouais. l'enjeu eau, juste pour un petit témoignage des actions que l'on mène sur notre territoire. Sur une des tourbières, justement, au niveau du bassin versant que l'on souhaite intégrer dans le PSE, on a la tourbière de Launier, et sur cette tourbière de Launier, on a fait un diagnostic de bassin versant. Et dans cette notion de qualité d'eau, il y avait le volet agricole, mais du coup, on a aussi tout balayé. Les problématiques assainissement individuel et collectif ont été intégrées. Et je pense que ça peut être quand même favorable, même si ce n'est pas l'enjeu du PSE, je le comprends, hein, de quand même bien connaître son territoire et bien connaître les sources de pollution ou d'enrichissement qui proviennent de son bassin versant, puisqu'on est sur chaque territoire, on a des intrants et des impacts qui sont différents. Donc, il faut les connaître et il faut connaître les sources à l'origine. Et c'est pour ça qu'on a ciblé, nous, cette tourbière-là et ce bassin-là. C'est parce qu'on a la connaissance et parce que demain, on est un peu plus en capacité de dire là où il faut agir, au moins sur le volet agricole, le volet assainissement étant, on est bien d'accord, d'autres problématiques avec d'autres financements et d'autres enjeux. Mais je veux dire, c'est la connaissance du territoire local est quand même importante dans notre cas. Ok. J'avais une remarque par rapport au sujet de l'affaissement des sols, euh, la subsidence de la tourbe. C'est un sujet que je connais relativement peu et donc je ne peux pas le développer beaucoup, mais il y a un enjeu qui est associé à ça dans le milieu, notamment proche du littoral, voilà, l'arc atlantique, c'est ce genre de milieu, où il y a le risque ou le potentiel de salinisation de la terre en raison de l'affaissement de la tourbe, et c'est parfois lié à des milieux en culture. Et c'est quelque chose que j'ai entendu. Voilà, il y avait Daniel Gilbert qui a parlé de ça récemment. J'ai pris note, mais c'est quelque chose que je veux un peu plus comprendre. Je n'ai pas beaucoup d'éléments sur ça, mais je ne sais pas si vous connaissez le sujet. Moi, j'ai entendu parler de ça Oui. dans la baie du Mont-Saint-Michel. En fait, donc, mais du coup, là, la question que je me pose, c'est est-ce que ça concerne l'un de nos 3 sites pilotes? Alors, le site breton, c'est sûr que non, parce que ce n'est pas un site littoral, là, pour le coup. Donc, à ma connaissance, on n'a pas d'intrusion saline. Mais Nous, enfin, en fait, ça va pas sur le site pilote en tant que tel. Maintenant, en Normandie, on a des problématiques. de toute façon, la baie du Mont-Saint-Michel, Ouais. elle est commune à nos deux régions, mais là, ça a été bien décrit, en fait. Ok. Parce qu'après, il y a ça aussi au niveau des marais du Cotentin, plus largement, en fait, il y a cette problématique-là qui est présente, ça c'est sûr. Et même sur d'autres territoires de Normandie. Parce qu'effectivement, en fait, hein, c'est l'augmentation, en fait, l'élévation, voilà, c'est ça le bon terme, l'élévation du niveau de la mer qui conduit à ce que, en fait, évidemment, on a des zones qui n'étaient pas impactées par le sel, qui deviennent impactées par le sel. Et on peut, dans ces marais-là, enfin, je dis marais parce qu'en l'occurrence, c'est toute cette histoire de marais de Dole, de Bretagne, etc. On a des espaces, effectivement, qui sont comme ça et qui actuellement sont plutôt des espaces cultivés qui donnent satisfaction. J'ai envie de dire, ce sont des espaces qui sont plutôt productifs. Et l'enjeu économique est très important. L'enjeu écologique, je le connais les milieux moins qui bien. sont comme ça devient un argumentaire extrêmement convaincant, voilà, pour les agriculteurs. Et si Charlotte, si toi aussi, Louise, si vous avez des éléments sur ça, de la biblio, etc., j'aimerais bien les avoir. Il y a un projet qui a été mené, nous, en Normandie, mais alors, c'est pas une zone, alors je connais pas, je sais pas trop si on peut qualifier ça de zone de marée, enfin, mais en tout cas, il y a eu toute une étude de fait dans le Val de Serre, en fait, chez nous,
avec l'impact du coup du recul du biseau salé. Et on est sur avec des enquêtes auprès des exploitants, etc. Et on est sur une zone très, avec beaucoup de maraîchage en fait. Une activité économique assez forte également. Donc là, en effet, on a des données, nous, là-dessus, que je peux partager. Moi aussi, je pourrais te partager sur le secteur de Dole. Donc, déjà, il y a des travaux de recherche qui sont engagés pour mieux comprendre justement ces dynamiques-là et mieux pouvoir les prévoir parce qu'il y a des enjeux agricoles, mais il y a aussi des enjeux de risque pour les populations. Voilà, et nous, on démarre un projet avec les agriculteurs du secteur dans le cadre d'un appel à projet changement climatique, adaptation au changement climatique de l'ADEME. Pareil. Voilà. Oui, c'est Adapto, c'est ça? Non, c'est pas comme ça. C'est pas Adapto, c'est un autre truc, nous, mais bon, Ok. peu importe. C'est avec l'angle adaptation au changement climatique, en fait, considérant que l'élévation du niveau de la mer est liée au changement climatique. On a pareil. Nous, on mène ça avec le Conservatoire du littoral, en fait. Ok. Est-ce qu'on passe au feu après l'eau? Ouais. Bah oui, puisqu'il est déjà 16h, donc si on ne peut pas déborder de trop quand même. La question que je me pose, c'est est-ce que cette question d'incendie, je sais que ça concerne les monts d'arrêt, mais est-ce que ça concerne les autres zones? Je sais que pour historique qu'ils ont eu un incendie en Brière, qui est une tourbière de marée régulée. Donc pas la même ampleur que ce que vous avez eu dans les monts d'arrêt, mais pour moi, la problématique, tu peux la retrouver partout. Pour les marais de l'Erdre, pour les deux zones qui nous intéressent, pour les marais de Mazerolles, il y a déjà eu un incendie de tourbe, il y a plus de 30 ans. Donc c'est assez ancien, mais il y a déjà eu lieu. Et dans le cadre de la tourbière de Launier, dans le cadre du plan de gestion de la RNR qui a été revu, la notion de feu a été intégrée, d'incendie, pardon, a été intégrée dedans. Donc oui, c'est un enjeu. D'accord, ok. Donc ça a du sens de le mettre là. Qu'est-ce qu'on peut ajouter, Donc on est d'accord, la tourbe, ça brûle. À part ça? C'est qu'elle brûle, mais surtout qu'elle brûle à retardement. C'est le problème des feux zombies qui peuvent se réveiller. Ils ont eu ça dans les Landes, où il y a des reprises de feu 6 mois plus tard, à un endroit complètement déconnecté du feu initial, parce que le feu s'est propagé par la tourbe. C'est pour ça que les pompiers sont obligés de surveiller les zones pendant des mois et des mois et des mois après l'incendie. Et on dit quoi? C'est un feu qui couve? C'est un feu comment? Un feu dormant? Des feux zombies, ça s'appelle. Zombies, d'accord. Zombies, ouais, parce qu'ils repartent. Il y a des très bons schémas de comment ça se propage en fait dans le sous-sol et tout à coup ça refait surface à l'occasion d'un vent un peu fort à des kilomètres du point initial. C'est notre mode de fonctionnement, les feux courants, que les feux courants. Le courant, c'est de surface, de végétation, etc. Et le courant, c'est vraiment dans le sol. Et c'est vraiment difficile de repérer. C'est souvent le cas que les pompiers, ils ont pensé qu'ils ont tout, voilà, étendu avec de l'eau. Et ils pensent que c'est mort, quoi. C'est fini. Et puis, comme dit Clara, quelques jours, semaines, voire mois après, ça peut répartir s'il y a un peu. Et même pas dans le même site, mais voilà, ailleurs, parce que ça a continué à se propager. C'est très chiant pour les pompiers. Il faut se rappeler aussi que la Normandie et la Bretagne peuvent avoir des approches différentes. Pour nous, c'est une menace et il n'y a plus de pratique de feu courant en Bretagne, mais par contre en Normandie, elle est toujours présente, notamment dans la presqu'île du Cotentin, où l'entretien des landes se fait par pâturage, fauche, mais aussi par feu courant. Et donc le CIMAL notamment continue à le faire. Donc l'approche sera différente. Par feu courant. Je savais même pas.
Le brûlis dirigé, quoi. C'est en fait un des livres qui fait, un des ouvrages qui fait foi de vulgarisation des Landes. C'est un monsieur qui écrit, c'est 5000 ans d'incendie, 5000 ans de feu en anglais. Comment on entretenait en fait de la Norvège au Portugal, les Landes, c'était souvent par la mise à feu. Et toi, les tourbières aussi, hein, on fait les analyses au macro-rest ou la palino, on voit beaucoup de couches incendies naturelles ou provoquées par l'homme. Comme indicateur, je te mets juste un lien, ça peut être la dimension gestion des broussailles. Il y a une carte avec en fait des obligations de débroussaillement de certaines zones. Les monts d'arrêt sont relativement bien couverts par cette cartographie. Brière n'en fait pas partie alors qu'ils ont eu un incendie qui a démarré par des broussailles. Et les marais de l'Erdre, enfin voilà, ça peut être une piste de travail. C'est-à-dire que la gestion broussaille n'est pas connectée à la gestion des tourbières forcément. Il y a pas mal d'histoires d'incendies en tourbière, par contre, qui ont commencé par justement une action de gestion de feu courant ou écobuage ou un truc comme ça, ou voir juste quelqu'un qui brûle ses rémanents après une coupe ou quelque chose comme ça, et ça se propage. Il faut que je vous quitte, par Oui. contre. De toute façon, on va De toute façon, on va Oui. clôturer. Ouais, on va clôturer. Ok. Ouais, du coup, on va voir entre nous là comment on fait pour continuer, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire. C'est vrai qu'on savait que c'était assez dense. Du coup, on vous remercie déjà pour vos premières contributions. C'est pas évident, hein, mais voilà, il faut se lancer, il faut commencer par un bout. Donc, je pense qu'on va faire une synthèse de tout ça. Et puis, l'objectif, c'est aussi de la partager aux personnes qui étaient intéressées pour participer, mais qui ne pouvaient pas être présentes. Voilà, qui ont peut-être des apports complémentaires à faire. Et puis, sur ce qu'on n'a pas eu le temps de traiter du tout aujourd'hui, on va essayer. Je pense qu'il faut qu'on en discute entre nous, mais voilà, voir si ça demande une autre réunion par la suite ou si on fait ça plus en dématérialisé. Enfin, voilà, on va voir comment on s'organise. Sur la vulgarisation des enjeux auprès des agriculteurs, je pense que ça peut être plus efficace si on avance chacun sur son site avec les partenaires locaux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que là, on cherchait des idées opérationnelles, en fait, de savoir qui allait pouvoir faire comment pour aller parler de ces enjeux-là avec les agriculteurs. Donc, comme c'est un sujet qu'on n'a pas traité aujourd'hui, peut-être qu'on peut se dire qu'on ne traite pas dans le format qu'on a aujourd'hui. Et que, par contre, ça n'empêche pas d'avoir des échanges de pratiques sur ce qui aura été fait, quoi. Oui. C'est sûr. Ok. S'il n'y a pas d'autres éléments, nous, on va vous libérer avec un petit peu de retard, du coup, désolé. Mais en tout cas, merci à tous pour votre participation et on ne manquera pas de revenir vers vous rapidement pour la suite. Merci beaucoup à tous. À bientôt. Merci, À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Une question pour les organisateurs. Là, Oui. Claudia, je viens de la chercher parce que je la connaissais pas, mais elle est collègue de Sébastien, du coup. Oui, tout à fait.